Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo review du troisième pay-per-view de la AEW, Fight for the Fallen. Et donc on va être assez rapide, moi mon but ça va surtout être de vous présenter les résultats. Après pour tous ceux qui ne connaissent pas la fédération, je vous conseille vraiment de revoir le show en streaming, comme ça vous pourrez vous faire une idée de la AEW et du produit de cette nouvelle fédération. Honnêtement, il y a beaucoup de matchs où il y a tellement d'actions que c'est totalement indescriptible. C'est pour ça que moi je vais surtout vous donner les résultats et mes impressions par rapport au match. Donc déjà pour commencer, première remarque, j'ai vraiment adoré la disposition de l'arène. C'était assez différent par rapport aux arènes de catch habituelles, mais je trouve que c'était vraiment beau à regarder et du coup ça mettait une ambiance particulière et en plus le public était vraiment chaud durant toute la soirée. Donc très belle arène et bon public, le show commence très bien. D'ailleurs pour l'anecdote c'est assez marrant parce que le président de la AEW, Tony Khan, a raconté en fait qu'il s'est inspiré d'un épisode de South Park pour mettre en place l'arène de hier soir. Il a expliqué qu'il avait vu une scène dans South Park où il y avait une arène avec une disposition similaire et c'est ce qui lui a donné l'inspiration pour la disposition de l'arène pour Fight for the Fallen. On commence tout de suite avec le pré-show, donc le buy-in, et dans le buy-in on a eu deux matchs. D'abord on a eu le droit à Sonny Kiss face au bibliothécaire Peter Avalon, accompagné par l'autre bibliothécaire Leva Bates. Et Leva Bates a essayé d'intervenir durant le match pour aider Peter Avalon, mais au final ça n'aura pas suffi, et au final c'est bien Sonny Kiss qui a remporté le match avec un saut de la deuxième corde où il a atterri sur Peter Avalon en faisant un grand écart. Ensuite on a eu le droit à une petite interview en coulisses de Cody et de Dustin par rapport à leur match ce soir, et l'intervieweuse a demandé à Cody s'il était à 100%, et il nous a bien rassuré en disant qu'il ne serait pas là ce soir s'il n'était pas à 100%. Ensuite on a eu un petit changement car on devait avoir un 3 contre 3 masculin lors du buy-in, mais au final on a eu le droit à un match par équipe féminin. Donc d'un côté on avait Britt Baker et Rio, et de l'autre on avait Shoko Nakajima et Bea Priestley. Et du coup justement comme ces quatre catcheuses ne se connaissent pas forcément, on a eu le droit à quelques spots parfois qui étaient un petit peu maladroits durant le match, mais il y avait tout de même pas mal d'actions et c'était un match correct, et au final c'est Shoko Nakajima qui a porté le tombé sur Rio. Donc vainqueur Nakajima et Bea Priestley, et après le match on a pu voir Priestley et Britt Baker qui se sont confrontés. Donc c'est possible qu'on ait le droit à une rivalité entre les deux catcheuses dans le futur. Et on a terminé le buy-in avec l'entrée de Jim Ross, et donc on passe à la carte principale. Et donc le match 3 contre 3 masculin qui était prévu pour le buy-in a au final été l'opener de la carte principale. Donc on avait le droit à Darby Allin, Jimmy Havoc et Joey Janela contre MJF, Shawn Spears et Sammy Guevara. Et donc pour ceux qui ont vu la vidéo preview que j'avais fait pour Fight for the Fallen, vous aviez vu que Sammy Guevara était intervenu dans ma vidéo et qu'il avait annoncé qu'il allait style de show, il allait voler la vedette lors de Fight for the Fallen. Et honnêtement on peut dire que Sammy Guevara a bien été mis en avant durant ce match. Pour les gens qui ne le connaissaient pas forcément, je pense que vous avez un petit peu pu découvrir son arsenal. Et à côté de ça, je pense que vous avez pu remarquer que malgré le fait qu'il est très jeune, il a 24-25 ans, il se débrouille vraiment superbement bien dans un ring, il vend très bien, et à côté de ça, il porte vraiment très bien ses prises. Donc voilà Sammy Guevara, futur superstar de la AEW. Et à côté de ça, l'histoire du match, c'était la tension entre Shawn Spears et MJF. Parce que lors du dernier show de la AEW Fighter Fest, Shawn Spears avait attaqué Cody Rhodes, il lui avait mis un énorme coup de chaise, et dans les storylines, MJF est un petit peu le protégé ou le poulain de Cody Rhodes, donc justement, il y avait beaucoup de tension entre les deux catcheurs. Pour moi, ça a été le premier gros match de la soirée, où on a vraiment eu le droit à de l'action dans tous les sens, mais le timing des catcheurs était parfait, ce qui fait qu'on avait le droit à aucun temps mort et on avait toutes les séquences qui s'enchaînaient de manière très fluide. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait tous les catcheurs ont eu un petit moment dans le match pour briller et pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Malheureusement, le match s'est mal terminé pour Sammy Guevara car il s'est pris un Death Valley Driver de Joey Janela sur le bord du ring, ce qui a mené au premier chant Holy Shit de la soirée. Et à la fin, c'est Shawn Spears, l'ancien Ty Dillinger, qui était en feu et qui a porté plusieurs prises sur Darby Allin, dont encore une fois un Death Valley Driver pour la victoire. Donc vainqueur Shawn Spears, MJF et Sammy Guevara. Ensuite, le second match de la soirée, c'était Brandi Rhodes contre Ali. Et en fait, une fois que les deux catcheuses ont fait leur entrée, on a eu le droit à une belle surprise car Awesome Kong a fait son entrée. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que Awesome Kong, c'est Karma, l'ancienne catcheuse qui était à la WWE. Et donc Awesome Kong est un petit peu le garde du corps de Brandi Rhodes, donc elle a essayé d'intervenir plusieurs fois durant le match pour aider Brandi Rhodes. Et donc juste une petite remarque par rapport à Brandi Rhodes. Honnêtement, je suis pas sûr qu'elle est faite pour devenir catcheuse en fait personnellement. Je comprends qu'elle veuille devenir catcheuse et que c'est un rêve pour elle, mais après il faut comprendre en fait que certaines personnes ne sont pas faites pour certains métiers et personnellement j'ai pas l'impression que Brandi Rhodes est très douée pour le catch. Après qui sait, peut-être qu'elle va me faire mentir avec les années et peut-être qu'elle va devenir une excellente catcheuse. Mais hier durant le match, à un moment, elle a tenté une German suplex et honnêtement elle a à peine soulevé Ali, elle nous a porté un espèce de jeté en arrière en fait qui était la pire German suplex
suplex de tous les temps. Et elle a terminé le match avec un espèce de spear, un semi-spear, semi-shoulder block. Honnêtement, on sent que pour le moment, en fait, c'est pas naturel chez elle. En fait, on sent qu'elle s'est beaucoup entraînée et qu'elle a appris plein de spots par cœur. Donc elle essaye de faire les spots les uns après les autres, mais pour le moment, en fait, c'est pas fluide, c'est pas naturel. Donc voilà, c'est bien Brandi Rhodes qui a remporté le match grâce aux multiples interventions d'Awesome Kong. Et en fait, après le match, Brandi Rhodes a commencé à s'acharner sur Ali et elle voulait attaquer Ali avec l'aide de Awesome Kong. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée surprise de Aja Kong. Et donc Aja Kong est monté sur le ring pour faire face à Awesome Kong. Et donc là, pour tous les anciens fans de catch comme moi, on a vu une image qu'on rêvait de voir, parce que j'ai vraiment très envie de voir un match Awesome Kong contre Aja Kong aujourd'hui en 2019. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme d'habitude, m'ont gratuitement critiqué hier sur Twitter, parce qu'ils m'ont dit que toi, tout ce qu'il te faut, c'est voir deux Kong face à face pour être heureux. Mais honnêtement, j'imagine que toutes ces personnes ne connaissent pas le passé de Aja Kong et de Awesome Kong. Et du coup, quand on ne connaît pas le passé de ces catcheuses, on comprend pas en fait l'importance de ce face-à-face. Parce qu'il faut comprendre en fait que Aja Kong est un petit peu le Ric Flair ou le Hulk Hogan du catch féminin au Japon. C'est une catcheuse monstrueuse qui a dominé partout où elle était passée. Et en fait, il faut savoir que Awesome Kong s'est également entraîné au Japon au début des années 2000. Et c'est là-bas que justement on lui a donné le surnom de Awesome Kong, parce qu'on avait besoin d'une remplaçante pour plusieurs shows pour remplacer Aja Kong. Et ensuite, quelques mois plus tard, dans une autre fédération, vers 2004, on a eu le droit au premier match Awesome Kong contre Aja Kong. Donc là, on part d'une rivalité qui a démarré il y a 15 ans avec une légende et en fait celle qui était censée prendre la relève de cette légende. Donc voilà, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir le match Awesome Kong contre Aja Kong. Je me dis que ça pourra sûrement avoir lieu le mois prochain lors de All Out. Donc voilà, belle fin entre Awesome Kong et Aja Kong, mais il faut avouer que le match entre Brandi Rhodes et Ali était plutôt mauvais. On enchaîne à nouveau avec un très bon match, donc c'était un match entre trois équipes. D'abord, on avait le Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson contre Jack Evans et Angelico. Et la troisième équipe, c'était donc Luchasaurus et Jungle Boy, accompagnés par Marco Stunt. Et c'est vraiment fou de voir à quel point le public est totalement à fond derrière Luchasaurus et Jungle Boy. Les gars ont vraiment réussi à accrocher avec la foule. Et donc voilà, encore une fois, un petit peu comme le premier match, on a eu le droit à plein d'actions dans tous les sens, beaucoup de gros moments, et surtout moi la période qui m'a marqué, c'était la période quand Luchasaurus a vraiment dominé le match, parce que pour moi en fait quand je vois Luchasaurus, je vois clairement un futur main eventer, ça saute aux yeux selon moi, et j'espère que la AEW va miser sur lui rapidement. Pour le moment il est en équipe avec Jungle Boy, et il forme une bonne équipe, donc je pense qu'il faut les laisser se développer quelques mois, mais au bout d'un moment, une fois qu'on aura les shows télé, et qu'on aura besoin de plusieurs main eventers ou upper mid-carder, à ce moment là je pense qu'il faudra faire passer Luchasaurus dans le main event. Et pour tous ceux qui ont découvert les Dark Order hier soir, j'aimerais bien connaître votre avis sur l'équipe, donc donnez-moi votre avis s'il vous plaît dans les commentaires. Et justement au final ce sont les Dark Order qui ont remporté le match avec un Doomsday Device blockbuster sur Jungle Boy. Le quatrième match de la soirée c'était Hangman Page contre Kip Sabian. Et l'histoire du match c'était que Kip Sabian travaillait sur le genou de Hangman Page et que clairement il était en train de le blesser, ce qui n'est pas bon signe pour son match le mois prochain face à Chris Jericho à All Out. Donc c'était un bon match solo qui avait une limite de temps de 20 minutes et au final Adam Page a réussi à remporter le match en 19 minutes avec son piledriver inversé sur Kip Sabian. Donc voilà, bonne victoire pour Adam Page et tout de suite après le match, il s'est fait attaquer par quelqu'un qui avait un masque du Dark Order. Mais très rapidement, on a pu comprendre en fait que c'était Chris Jericho. Et donc Chris Jericho a porté le Codebreaker puis le Judas Effect sur Adam Page qui a terminé le segment en sang. Puis le cinquième match de la soirée, c'était les Lucha Brothers, Pentagon et Phoenix contre SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky accompagnés par Christopher Daniels. Et il faut savoir qu'à un moment, Christopher Daniels est clairement intervenu durant le match. D'ailleurs, l'arbitre l'a bien vu, mais au lieu de le disqualifier, il l'a simplement renvoyé au vestiaire. Donc beaucoup d'entre vous étaient un petit peu étonnés de voir des interventions hier qui ne menaient pas à des disqualifications. Et on va dire que la AEW est un petit peu plus cool au niveau des règles pour le moment, car le but en fait c'est de ne pas avoir trop de disqualifications. Et donc c'est le second match par équipe masculin de la soirée, et honnêtement, encore une fois, c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée, ce qui prouve vraiment que la AEW a une très bonne division par équipe avec un énorme potentiel. Mais justement, le rôle des vétérans, c'est plutôt de mettre en avant les nouveaux catcheurs. Donc au final, ce sont bien les Lucha Brothers qui ont remporté le match avec leur Double Stomp Piledriver. Mais après le match, alors que Christopher Daniels était revenu sur le ring, les Lucha Brothers sont également revenus avec une échelle et là, ils ont attaqué les membres de SCU.
Puis ils ont placé l'échelle dans le ring, ils sont montés sur l'échelle et ils ont lancé un défi aux Young Bucks. Ils souhaitent avoir un ladder match, donc un match de l'échelle, contre les Young Bucks le mois prochain lors du pay-per-view All Out. Puis le 6ème match de la soirée, c'était un dream match entre Kenny Omega et Shima. Donc les commentateurs ont vraiment bien expliqué à quel point les carrières des deux catcheurs étaient un petit peu parallèles. Ils étaient tous les deux des superstars au Japon, mais dans des fédérations différentes. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu s'affronter jusqu'à maintenant. Et donc pour tous ceux qui ne connaissaient pas Kenny Omega, je pense que vous avez vraiment pu voir un match type Kenny Omega pour la première fois à la AEW. Car lors de Double or Nothing, c'était plutôt une guerre en fait contre Chris Jericho. Puis le mois dernier, il a eu un match 3 contre 3. Mais là, vous avez vraiment vu en fait quel est le style de Kenny Omega et pourquoi est-ce que pour beaucoup de personnes, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde, si ce n'est le meilleur catcheur au monde. C'est quelqu'un en fait qui va toujours se relever, qui a toujours un contre. Et une fois qu'on accélère en fait et qu'on passe dans les dernières séquences de match, c'est là qu'il devient vraiment intéressant pour moi. Le match a commencé doucement et ils ont vraiment su accélérer petit à petit. Et moi, je vous avoue que j'ai été totalement emballé par ce match. Je pense que ça a été l'un de mes matchs préférés hier soir, si ce n'est le meilleur match de la soirée selon moi. On a eu le droit à 22 minutes 30 de catch en fait, du catch pur et dur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous décrire ces matchs parce qu'il y a énormément d'action, mais je vous conseille à tous d'essayer de trouver ce match pour un petit peu découvrir le style de Kenny Omega et également découvrir Shima, parce que hier soir vraiment, Shima nous a montré de quoi il était capable. Et en fait, l'histoire du match, c'est qu'il a essayé de terminer Kenny Omega avec des coups de genoux volants, donc des météores, durant tout le match. Parce que c'est la prise fétiche de Shima, mais au final, Kenny Omega se relevait à chaque fois. Et au final, au bout de 22 minutes, il a réussi à porter son V-Trigger, puis le One Winged Angel pour la victoire. Donc voilà, première victoire solo à la AEW pour Kenny Omega. Et du coup, maintenant, Kenny Omega a fait le plein de confiance avant son match face à Jon Moxley le mois prochain lors de All Out. Ensuite, très rapidement, on a eu le droit à l'entrée de Chris Jericho qui était là pour nous faire un speech contre Hangman Page et pour nous annoncer qu'il va devenir champion du monde le mois prochain lors de All Out. Et donc pour l'anecdote, Chris Jericho a dit après le show que c'était la première fois en 20 ans qu'il a pu faire une promo qui n'était pas scénarisée, qui n'était pas scriptée. Donc hier soir, en fait, il a pris le micro et il a dit ce qu'il voulait. Et honnêtement, je trouve qu'il a vraiment très bien vendu son match face à Hangman Page. C'est justement tout ce qu'il manquait en fait. C'était ce que je reprochais à la AEW dans ma vidéo preview. Ils ne buildaient pas assez leur match pour le championnat du monde. Mais là, en une promo de 10 minutes, Chris Jericho nous a plus vendu le match qu'en 3 mois de build-up de la AEW. Parce qu'il a souligné l'importance du titre, il a souligné l'importance de sa carrière énormissime. Puis il a également mis en valeur son adversaire Adam Page. Hier soir, il a vraiment précisé que Adam Page est clairement le futur de la AEW, mais que malgré tout, il ne pourra rien faire contre Chris Jericho. Il a terminé en disant qu'Adam Page n'était rien d'autre qu'une petite bitch, et à ce moment-là, forcément, Adam Page a fait son entrée, et on a eu le droit à une bagarre entre les deux catcheurs, et il a fallu l'arrivée de plusieurs officiels et d'autres catcheurs pour pouvoir les séparer. Donc honnêtement, c'était un très bon segment pour pouvoir builder ce match entre Chris Jericho et Adam Page, et j'espère qu'ils vont continuer lors des prochains épisodes de Being the Elite et la série Road to All Out. Et donc pour terminer, le main event de la soirée, c'était Cody et Dustin Rhodes contre les Young Bucks. Et l'histoire, c'est qu'à la base, le match a commencé avec du respect entre les deux équipes, mais au bout d'un moment, Nick Jackson a refusé de serrer la main de Cody Rhodes, et petit à petit, ça a commencé à être de plus en plus tendu entre les deux catcheurs, qui voulaient vraiment prouver qui est la meilleure équipe. Et donc honnêtement, on a eu le droit à un très long match, près de 32 minutes, et honnêtement, j'ai eu du mal par moment à être totalement à fond dans le match. Le but, c'était de voir est-ce que les frères Jackson ou les frères Rhodes se débrouillent le mieux dans le ring. Mais au final, à ce petit jeu, ce sont toujours les Young Bucks qui gagnent. Donc à la fin, les Young Bucks se sont débarrassés de Dustin Rhodes, puis ils ont porté le Meltzer Driver sur Cody Rhodes pour la victoire. Donc vainqueur les Young Bucks, et après le match, les Young Bucks se sont excusés du fait de s'être moqués des frères Rhodes ces dernières semaines. Ils disent que c'était bon esprit, c'était juste dans l'esprit de compétition. Mais maintenant que le match est passé, tout ça est terminé, et donc voilà, on a eu le droit à une embrassade entre les 4 catcheurs, puis ils ont été rejoints par la famille Khan et par d'autres catcheurs, notamment Kenny Omega, et ils ont terminé le show en offrant un chèque de 150 000 $ à une œuvre caritative. Donc voilà, c'est tout pour le 3e pay-per-view de la AEW. Honnêtement, encore une fois, comme le mois dernier, il y a eu des hauts et des bas. Mais honnêtement, il y avait quand même beaucoup plus de hauts que de bas selon moi, notamment les multiples matchs par équipe, l'opener 3 contre 3 et le match de Kenny Omega. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce 3e pay-per-view de la AEW dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve ce soir sur Twitter, @lecatchclub, où je donnerai mes impressions sur Extreme Rules en direct, donc n'hésitez pas à me rejoindre @lecatchclub. Et on se retrouvera demain pour la review du show. Ciao tout le monde!